Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Santé Assure de ce mardi 14 septembre 2021. Nous nous intéressons ce matin aux hôpitaux dans la prévention des infections. Nous parlons donc des infections ce matin dans Santé Assure. Merci de nous rejoindre, chers auditeurs. Nous serons avec Monsieur Asma, infirmier d'État. Il n'est plus à présenter, un habitué de cette émission. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Et vous, chers auditeurs, nous vous installons comme cela se doit avant de démarrer cette émission. Mais je rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir et de nous poser vos questions sur les infections, le traitement et puis la prise en charge des infections. Bienvenue dans Santé Assure. Nous sommes là ce matin pour tout savoir sur les infections. C'est ça, tout savoir sur les infections. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi une infection? Merci beaucoup. Une fois encore, je remercie tous ceux-là qui sont en train de nous écouter en ce moment. Et nous allons aujourd'hui parler des infections et bien des hôpitaux dans la prévention des infections. Et pour commencer, il faut que nous définissions ce que c'est qu'une infection. Oui. Une infection, c'est une introduction et un développement d'un micro-organisme microscopique et dangereux à l'organisme. Ce micro-organisme peut être un parasite, une bactérie, un virus ou une mycose. Donc, lorsque le micro-organisme rentre dans le corps de l'être humain, il crée des perturbations et la personne qui a ce micro-organisme dans son corps va alors commencer par sentir des symptômes que nous appelons les symptômes de maladie. Alors, j'ai envie de poser une autre question qui a à voir avec cette définition que vous venez de donner. Comment est-ce qu'on sait qu'on a une infection? Est-ce qu'il y a des signes alarmants que, voilà, nous sommes face à une infection? Dans le processus de l'infection, nous appelons, il y a une période qu'on appelle le temps d'incubation. C'est-à-dire lorsque vous êtes en contact avec le germe pathogène, le germe dangereux à l'organisme, il y a un temps que ce germe peut prendre pour se multiplier. Pendant ce temps de multiplication, il y a la possibilité que le corps, lorsque le corps a des capacités de le détruire, il va le détruire. Ah oui. Mais si le corps n'arrive pas à le détruire, lui, le microbe en retour va se développer et commencer par créer des perturbations. C'est exactement comme vous êtes allé, vous voulez par exemple détruire un matériel, bien, vous voulez détruire par exemple une maison. Lorsque vous rentrez dans la maison, vous n'allez pas commencer en même temps par casser. Peut-être que vous allez analyser, voir quelle mitrailleuse il faut amener pour pouvoir détruire la maison. Exactement. Par où commencer par détruire. Et là, vous allez chercher, même quelquefois, vous allez chercher les maçons, chercher les burins par-ci, par-là, avant de pouvoir commencer à détruire la maison, mais à casser la maison que vous avez envie de casser. Donc, pendant que vous êtes en train de vouloir casser la maison, si le maisonnier est là et il a peut-être une armure assez forte, tout de suite, il va vous maîtriser, il va résister, et puis il va vous détruire, et puis là, votre but ne sera pas atteint. C'est exactement ça, nous sommes dans le sens de l'organisme et dans le fonctionnement de l'organisme humain. Donc, il faut que le temps d'incubation, la période qui sépare l'introduction du microbe dans le corps et l'apparition des premiers signes soit épuisé avant que la personne ne commence pas à sentir. Donc, par exemple, lorsque on a des signes de paludisme, je prends un cas comme ça, on a la fièvre ou encore on a des courbatures. Dans le cas des infections, il n'y a pas de signes alarmants tout de suite qui nous mettent sur la voie. Tout à fait. Même quand vous parlez de fièvre et de manque d'appétit, dans le cas du paludisme, ce n'est pas le jour où vous avez commencé par sentir ça que le microbe est rentré dans votre corps. Non, du tout. Le microbe est rentré peut-être 3-4 jours avant, voire peut-être 2 semaines avant. Et il est en train de se développer. Et c'est à partir du moment où il commence par conquérir tout le territoire que vous commencez par sentir les différents symptômes. Malaise. Il faut signaler que tous les microbes n'ont pas le même délai, le même temps d'incubation. D'accord. Il y a certains qui ont 48 heures, d'autres plus de 5 jours. Il y a d'autres encore qui font même 21 jours avant de commencer avant que la personne ne commence pas à sentir les symptômes. D'accord. Et quelles sont les voies de contamination d'une infection? Les voies de contamination d'une infection sont assez multiples. Nous avons la voie aérienne, nasale et aérienne, c'est-à-dire par l'introduction du microbe par la voie respiratoire. Elle semble assez banale et quelquefois,
on se dit même si vraiment c'est réel. Mais je voulais juste dire à tous ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui que l'infection est possible à travers notre respiration. Et d'ailleurs, nous avons tellement d'exemples à donner. La méningite, par exemple, c'est dans la poussière, nous l'avons. Et c'est par voie respiratoire. Les infections pulmonaires, il y en a plein. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. Entre-temps, on avait parlé de grippe H1N1. Et ces micro-organismes, bien, ces germes sont disponibles dans l'air. Et lorsque nous respirons, nous les inhalons et là, ils prennent corps sur les parois de nos poumons ou bien du trajet de respiration, et c'est là qu'ils commencent par se développer. Nous avons la voie digestive. La voie digestive, c'est tout ce que nous consommons et qui soit infecté. Vous avez souvent entendu parler des infections des mers sales ou bien des maladies des mers sales. Ça, c'est ce que nous avons consommé. Les maladies des mers sales, c'est simplement que les mers que nous avons utilisées pour manger quelque chose sont sales et puis c'est pas la bouche que nous avons mangé. Voilà. Le germe a accompagné et s'est installé dans notre estomac à un moment donné puis s'est développé. Donc, c'est possible d'avoir une infection à travers les voies digestives. Les voies digestives. Nous avons les voies cutanées. Par la peau, au contact de surfaces infectées, on peut avoir l'infection. Nous avons, en dehors de ça, nous avons les infections parentérales ou bien parentérales. Ça, c'est des infections qui s'introduisent directement dans le sang. Ces genres d'infections arrivent lorsque nous avons une blessure sur la peau. Donc, lors des accidents, par exemple, vous allez constater que la personne qui est blessée est couchée par terre. Là où elle est couchée, s'il y a par exemple d'autres maladies, bien de certaines bactéries, les bactéries la profitent, rentrent dans son corps et tout de suite, au-delà du fait que la personne a des blessures et des souffrances liées à la fracture, bien peut-être aux blessures, la personne commence par développer d'autres symptômes liés à l'introduction du microbe dans son corps. Voilà, il y a donc 3 manières d'être contaminé par les infections. Ou il y en a plus encore? Oui, il y en a plus. On a par exemple les muqueuses. Les muqueuses, par exemple, la voie, comme l'appelle-t-on, les infections génitales. Lorsque vous avez des toilettes qui sont assez sales, vous rentrez, c'est vrai que vous n'avez pas de blessure, vous n'avez rien, mais en vous douchant, surtout, ça c'est plus fréquent chez les femmes. On parle de manière aujourd'hui, on parle de manière demain. C'est juste parce que les toilettes que vous avez utilisées ne sont pas propres. Et là, lors de l'utilisation, il y a quand même un petit contact. Et puis, il y a des risques forcément. Et puis souvent les toilettes publiques qui ne permettent pas aux femmes d'être à l'aise pour... Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est ce qui se passe quand on utilise juste une fois une toilette publique et la femme va commencer par s'inquiéter, par se plaindre. Je ne sais pas où j'ai eu, mais entre-temps, elle a oublié qu'elle a passé, peut-être elle a utilisé, ou bien elle a sollicité les toilettes d'une amie. Ou des toilettes publiques quelque part. Oui. Et donc les toilettes sont donc un foyer de contamination en matière d'infection alors? Bien sûr que oui. Bon, je pense que nous allons on va en parler plus tard alors. J'anticipe un peu trop alors. Aujourd'hui, par cette période de pandémie, on sait que tout le monde a peur des hôpitaux. Les hôpitaux sont aujourd'hui des sites, on va dire, de prise en charge ou de traitement des infections, mais c'est également dans ces hôpitaux que nous prenons parfois ou que nous contaminons certaines infections. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans la prise en charge au niveau des hôpitaux? Au niveau des hôpitaux, il faut dire que ces derniers temps, les hôpitaux se sont vraiment engagés dans la lutte contre les infections. Si nous prenons un exemple, depuis l'apparition du Covid, il y a 1 an et demi, tous les hôpitaux ont à leur sein le dispositif de lavage de mains. Au moins, le fait de se laver les mains, non seulement réduit le risque de contamination de Covid, mais aussi réduit le risque de contamination des maladies infectieuses, des mains sales. D'accord. Y compris même les maladies, d'autres sources de maladies. Dans le processus de contamination, nous parlons de la contamination indirecte, qui est liée au fait que une personne a été infectée, a touché un matériel ou bien un objet et a déposé l'objet. Entre-temps, une tierce personne est venue aussi utiliser le même. Je prends l'exemple des sièges, là où nous nous asseyons quand nous allons dans les hôpitaux, c'est possible. Tu t'assieds, peut-être que tu as sur tes mains certaines bactéries, quand tu te lèves, une autre personne vient s'asseoir là-bas et puis entend se lever et aller acheter de coin qu'elle a mangé, tout de suite elle commence par développer d'autres symptômes. Alors que ce n'était pas
la personne elle-même n'avait pas ça au départ. Donc, lorsque nous lavons régulièrement les mains, nous évitons plusieurs maladies. Dans le processus toujours de lutte contre les infections, les hôpitaux ont, ces derniers temps aussi, augmenté les sensibilisations. Lorsque vous avez un patient qui arrive à l'hôpital, on a souvent l'habitude d'appeler les parents, leur expliquer que surtout maintenant qu'il y a la COVID-19, s'il vous plaît, n'amenez pas beaucoup les parents. C'est-à-dire, il y a un malade, il y a au moins 5 accompagnateurs de ce malade. Ces derniers temps, c'est vraiment déconseillé. C'est vraiment déconseillé. Je crois même certains hôpitaux ont même sorti les noms de services où il a été strictement conseillé d'avoir un malade, un parent. Pourquoi? C'est pour éviter que les parents qui viennent même de la ville n'apportent d'autres microbes à s'ajouter à ce qu'on est en train de traiter chez le malade. Évidemment. Et pendant ce temps de Covid, ça vous comprenez tout à fait que quand il y a plusieurs accompagnants, c'est que le risque de contamination est assez élevé. Donc, en dehors de ça, il y a les ménages réguliers que les hôpitaux font pour mettre au propre leur sol, leur plateau technique, les matériels. On lave à grande eau avec le savon, avec le gel. Il y a les séances de désinfection, même des services. Il y a les services d'assainissement maintenant dans la plupart des hôpitaux qui se chargent de cet aspect-là, où de temps en temps, on vient désinfecter tout l'hôpital, tous les services. Ça, c'est dans le sens de diminuer les infections que nous appelons les infections nosocomiales. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler s'il y a le temps. D'accord. Donc, les infections nosocomiales, et puis, partant de là, protéger tous ceux-là qui fréquentent l'hôpital ou bien tous ceux-là qui sont de passage dans l'hôpital. Donc, vous nous rassurez, en ce qui concerne les hôpitaux, il n'y a pas de risque de venir dans un hôpital et repartir avec une infection? Le risque zéro, en fait, n'existe pas. Mais les hôpitaux font de leur mieux pour pouvoir réduire au maximum les risques infectieux. D'accord. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous parlons des hôpitaux dans la prévention et dans la prise en charge des infections. Vous avez des questions peut-être, vous pouvez nous envoyer ces questions sur le plus 228 90 13 89 94, un numéro WhatsApp, plus 228 90 13 89 94 ou un SMS. Et M. Aspin se fera le plaisir de répondre à votre question. Alors, vous en parliez tantôt, les infections nosocomiales. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Une infection est dite nosocomiale lorsque chez la personne chez qui on a détecté l'infection étant hospitalisée et admise dans ses premiers jours, il n'y avait pas cette infection. Et à un moment donné, pendant son séjour ou bien à la sortie de son séjour à l'hôpital, on constate qu'elle a eu une infection. Mais il faut quand même que je précise que dans nos hôpitaux ou bien dans notre système de santé au Togo, on a une petite difficulté dans ce sens que quand les malades viennent en même temps dans les hôpitaux, généralement, le problème financier fait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, à identifier, voir est-ce la personne avait ce germe avant d'entrer ou bien c'est pendant le séjour que le germe s'est installé. Donc, ce qui fait que dans la majorité des cas, il faut quand même un séjour assez long avant de dire qu'aujourd'hui, bien avant de conclure que la personne là a chopé le microbe là pendant son séjour à l'hôpital. Sous d'autres cieux, quand tu arrives en même temps le premier jour, tout le bilan est fait, on a une idée beaucoup plus précise de ce que tu as dans ton corps, ce qui reste à faire, ce qui a à venir. On observe un peu sur 2-3 jours pour attendre l'apparition de certains symptômes qui étaient tardifs. Et là, on ajuste le traitement. Maintenant, si par après, il y a d'autres symptômes qui apparaissent, on va chercher maintenant à voir quel est le germe. Et là, on pourrait peut-être identifier beaucoup plus facilement si le germe a été contracté à l'hôpital ou bien la personne l'a mené de son devoir. Et en même temps, vous administrez le traitement nécessaire. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que le traitement, il est le même que dans le cas des autres infections? Le traitement est le même, seulement que pour certains germes qui sont assez résistants, nous parlons de germes résistants lorsque nous mettons le traitement et puis le traitement n'arrive pas à tuer les germes. Vous savez, c'est exactement comme tout de suite vous levez, vous allez chez un soudeur ou bien chez un soudeur. À force de battre le fer,
vous allez sentir une douleur tellement profonde dans votre oreille. Oui. Mais lui qui est là-bas, il va écouter la radio dans ce bruit-là. Il est habitué, Il est habitué à ça. C'est comme ça aussi que ça se passe avec les germes qui sont à l'hôpital. Quand un germe est à l'hôpital, à force d'être au contact du médicament tout le temps, le germe développe des aptitudes, des capacités pour pouvoir résister à ce médicament-là. Okay. C'est dans ce sens-là que nous conseillons vraiment et nous sensibilisons les gens à ne pas, si vous n'avez rien à faire, ne vous rendez pas à l'hôpital volontiers. Si c'est peut-être pour venir donner l'argent, faites Timoni. Maintenant, aujourd'hui, on a tous les moyens. Il y a Timoni, il y a chose. Ou même le seul qui accompagne le patient peut vous retrouver. Vous donner, et puis ça se passe. Sinon, vous arrivez là-bas par mégarde, à force d'aller juste dire bonjour, bien, ou de vous asseoir sur le lit du malade. Le malade a fait tous les efforts pour ne pas toucher là où vous avez touché. Lui va rester là-bas, il va guérir, il va rentrer. Mais vous qui venez d'arriver, vous avez touché le point sensible, du moins la partie où il y a le germe, vous ramassez ce germe directement pour traiter ce germe, c'est de la fortune. Wow. C'est de la fortune. C'est la raison pour laquelle même les hôpitaux contribuent à la protection de la population en désinfectant les lieux de temps en temps. Et maintenant en interdisant, coûte que coûte, les multiples visites chez nos malades à l'hôpital. Oui, tout à fait. En fait, c'est un juge de l'incompréhension parce que ceux qui s'en vont rendre visite aux malades, eux, ils se disent qu'ils leur font du bien, ils veulent juste mettre à l'aise le membre de la famille alors qu'ils s'exposent à... Oui, de ce monde, certains comprennent. Quand tu expliques qu'en fait, quand vous venez trop nombreux, c'est que vous augmentez le risque de contamination. Et pour vous-même et pour le malade, certains comprennent. Mais d'autres, c'est difficile à comprendre. C'est difficile. Voilà, nous parlons donc des infections ce matin dont Santé Assure. Alors, Monsieur Asma, je continue avec mon questionnaire. Comment expliquez-vous ces derniers temps qu'il y ait beaucoup de demandes de sang alors qu'il y a pénurie de produits sanguins au Centre national de transfusion sanguine? Qu'est-ce qu'il explique? Oui, pour qu'il y ait une demande de sang, c'est qu'il y a à un moment donné ce que nous appelons anémie chez un malade, c'est-à-dire le manque de sang. Et pour qu'il y ait un manque de sang, cela veut dire qu'il y a quand même une maladie qui a entraîné la destruction massive des globules rouges. Dans ces derniers temps, vous avez bien compris, oui, vous constatez qu'avec Covid et les mesures prises par le gouvernement, les mouvements d'êtres humains sont assez limités. Et surtout avec l'aménagement des cours au niveau de l'université, on n'a plus accès aux étudiants qui, entre-temps, étaient de grands donneurs de sang. D'accord. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le centre de transfusion sanguine, pour mobiliser les gens, pour donner, c'est vraiment difficile. Vous pouvez sortir, aller à l'université, les cours sont en ligne, il n'y a pas les étudiants sur place pour peut-être les sensibiliser, avoir les donneurs. Les églises, entre-temps, étaient aussi fermées. C'est difficile de faire une sortie, sensibiliser et trouver quand même des donneurs. Ça a été une grande difficulté pour au centre de transfusion sanguine de pouvoir mobiliser les donneurs pour avoir le sang en quantité suffisante et permanente. Ce n'est donc pas la demande qui s'accroît, c'est les donneurs qui diminuent. J'en viens. Là, c'est la première difficulté. Maintenant, ces derniers temps, avec les moments de pluie, vous savez que quand il y a la fraîcheur, le plasmodium se développe et on a les cas graves de paludisme, surtout chez les enfants, à répétition. Ces infections, cette anémie qui s'installe chez les enfants font que la demande augmente au niveau des centres de transfusion sanguine. Mis à part les cas de césarienne, avec l'appui du gouvernement qui a vraiment aidé à ce qu'on puisse sauver les femmes gestantes ou bien les femmes qui veulent accoucher et qui ont des difficultés pour accoucher. Vous avez les césariennes, ça pleut. Ça pleut. Et quand il y a une difficulté, puisqu'on veut opérer, c'est le sang qui va sortir, il faut tout de suite remplacer. Donc les demandes sont croissantes de jour en jour. C'est l'occasion pour moi de demander, ou bien de solliciter vraiment de la part de tous ceux qui sont en train de nous écouter, s'il vous plaît, allez donner le sang. Ils ont les moyens. Si vous avez la possibilité, on ne force pas, mais nous vous encourageons à sauver les vies. Juste un don pour sauver une vie, voire même 2 vies. Une maman qui est en train de mourir va mourir, elle va mourir, le fœtus, quelquefois aussi le fœtus meurt. Donc ça fait 2 vies en fait qui sont en train de partir, alors que tu as la possibilité d'aller donner juste une poche de sang qui va sauver les 2 personnes. Oui. Donc je nous encourage
à aller donner le sang. L'autre chose qui a fait aussi qu'il y a des résistances par rapport aux dons de sang, c'est les fake news qui ont entre-temps circulé, disant que il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui auraient, ou bien qui seraient passées dans les centres de dons de sang, chercher le sang à des fins de rituels. Cette information, comme je l'ai dit, c'est des fake news, c'est des fausses informations. Personne ne peut aller dans un centre de distribution de sang comme ça volontiers, demander on va lui donner le sang et aller faire des rituels. Ça, c'est impossible. C'est des fausses informations. Et ces informations, probablement, sont développées par des gens qui n'aiment pas donner le sang et qui ne voulaient pas que les autres donnent le sang. Et la demande de sang, d'ailleurs, il n'y a qu'un médecin qui puisse demander qu'on aille acheter une poche ou 2 poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. Sans avis du médecin, on ne peut pas se rendre dans un centre. Tout à fait. Avant d'avoir le sang, c'est sur prescription médicale. Exactement. Et le bon de prescription vient d'un hôpital. Quelqu'un ne peut, même si le médecin est à la maison, il ne peut pas se lever, rester à la maison et prescrire le sang. Ce n'est pas possible. Puisque la transfusion, c'est à l'hôpital, ça se décide. Bien sûr. Donc, il faut que la population nous comprenne qu'aujourd'hui, qu'en fait, le centre de transfusion sanguine a pris toutes les dispositions pour pouvoir mettre à disposition le sang que les donneurs ont laissé à la disposition du bénéficiaire. Donc, personne d'autre ne peut venir chercher ce sang pour aller faire quoi que ce soit. Donc, donnons le sang pour pouvoir sauver des vies. Merci beaucoup pour cette précision. C'était juste une question isolée comme ça. Revenons donc aux infections dont nous parlons aujourd'hui. Parlez-nous de la prise en charge des infections et des moyens de prévention de ces derniers. Parlons de la prise en charge des infections. Lorsque vous avez des symptômes infectieux, vous arrivez dans un hôpital, la première chose, c'est de pouvoir identifier l'infection. L'identification de l'infection passe comment? Ça passe par des examens complémentaires. Ça peut être les analyses sanguines. Ça peut être la radiographie, l'échographie, tout ce que la médecine dispose aujourd'hui pour pouvoir détecter l'infection. Le médecin active ce qui est utile à son dessein pour poser le diagnostic et puis mettre le traitement. Ces analyses complémentaires, il faut qu'on en parle. Certains peuvent coûter. Ça dépend, c'est selon la gravité de l'infection. Quand l'infection est assez sévère et difficile à être détectée, c'est qu'il faut investir de gros moyens pour pouvoir aller la chercher, aller chercher exactement, voir où elle est et c'est quel type de germe. Là, ça devient assez lourd. Ça demande plus de moyens. Ça demande plus de moyens. Et lorsque le germe est aussi détecté, j'avais déjà tantôt parlé de germes qui sont résistants. On dit généralement quand l'adversaire est de taille, il faut chercher les moyens de taille pour pouvoir le combattre. Cela veut dire que quoi? Lorsque nous avons un germe qui est assez résistant, c'est qu'il faut trouver des médicaments assez résistants. Et qui parle de médicaments assez résistants, pas de médicaments assez chers. Donc, au lieu de s'amuser, contracter des maladies que je dirais même peut-être volontairement, en se rendant à l'hôpital, se couchant par terre, peut-être s'asseyant par-ci, par-là, saluant, embrassant telle personne, et après, amener les parents à vendre leur terrain pour te soigner, il serait mieux pour nous, en tant que Togolais, si nous voulons porter une aide à un de nos proches. Si notre présence n'est pas indispensable, s'il vous plaît, trouvons un moyen le plus simple pour pouvoir lui apporter notre soutien. Et les moyens de prévention, comment prévenir donc une infection? Les moyens de prévention, je voulais commencer d'entrée de jeu en disant que les moyens de prévention ne consistent pas à prendre de temps en temps un antibiotique. C'est souvent ce que nous faisons d'ailleurs. Tout à on fait. Sent qu'on a un bobo quelque part et que ce n'est pas une migraine ou un mal de tête, c'est les antibiotiques. Ça va nous amener à une dérive tellement dangereuse. Les moyens de prévention, c'est d'identifier et de savoir à peu près quels sont les moyens de contamination pour pouvoir les éviter. Laver bien les mains. Laver régulièrement les mains. Le port de cache-nez, s'il vous plaît, le port de cache-nez, ce n'est pas à cause du Covid seulement nous portons le cache-nez. Il faut dire que depuis que le Covid-19 est sorti, que les gens portent le cache-nez, il y a une diminution des infections respiratoires,
il y a une division des crises d'asthme et puis d'autres maladies encore. Donc, cela sous-entend que le port de cache-nez était même avantageux pour nous avant qu'il ne soit utile dans la prévention contre la COVID, la pandémie. Donc, éviter les poussières, éviter les endroits sales, éviter de s'asseoir un peu partout, bien de prendre n'importe quoi sous la main. Et surtout chez les enfants, éviter d'amener simplement les enfants dans les hôpitaux s'ils ne sont pas malades. D'accord. Et dans la prise d'antibiotiques, c'est formellement interdit, hein? Oui, il est totalement formellement interdit. Je crois que la direction des pharmacies est en train de mener ce combat. Il est vraiment interdit de prendre les antibiotiques à volonté. Les antibiotiques se prennent sur prescription médicale. Sinon, nous allons tout de suite détruire notre arsenal. Ce que nous avons pour pouvoir traiter nos maladies, nous allons détruire. J'ai déjà parlé de la résistance. Si nous utilisons à tort les antibiotiques, tout de suite, tous les germes deviennent résistants à ces antibiotiques et nous n'aurons plus d'antibiotiques pour traiter les maladies lorsque nous en avons besoin. Il y a également des astuces naturelles que nous faisons à la maison pour empêcher les infections. Oui, en termes de tisane et, tisane et autres. Je voudrais simplement nous conseiller de ne pas trop se fier à ces genres de pratiques. Les tisanes que nous prenons généralement détruisent notre foie, ça détruit le rein et ça complique la prise en charge. Quand vous prenez trop à répétition les tisanes, certains disent qu'il faut un bain-toi, d'autres disent qu'il faut mettre dans un sourabi, pour d'autres c'est dans la bouillie. S'il vous plaît, c'est un médicament que vous prenez. Si vous avez prêté un petit regard sur les médicaments, vous allez voir que certains médicaments sont dosés à 500 mg, d'autres sont dosés à 10 mg, d'autres sont dosés à 1000 mg et d'autres à 0,5 mg. Or, ça a été testé sur l'organisme pour pouvoir mesurer un peu la capacité que l'organisme peut avoir pour pouvoir supporter ces médicaments-là. Quand nous prenons les tisanes, c'est des herbes que nous préparons, nous prenons sans avoir une idée sur la capacité que notre corps peut tenir par rapport à ces médicaments. Donc cela sous-entend que si nous prenons un médicament dont la teneur de 1 mg est suffisante pour l'organisme et nous prenons peut-être un gobelet et peut-être dans le gobelet c'est 10 mg, c'est que nous nous détruisons comme ça. Donc, évitons de prendre les tisanes, ça nous détruit, ça détruit l'organisme. On a l'habitude de dire que l'ail est un puissant, comment est-ce qu'on l'appelle déjà ? Antibiotique. Un puissant antibiotique, oui. Vous déconseillez également la consommation de l'ail ou ça, c'est possible ? L'ail plein gouta, kanafuru et atingaye, quoi. Ça, on entend parler. Oui. S'il vous plaît, ça détruit le foie, ça détruit notre organisme. Si vous avez des soucis de santé, approchez-vous du centre de santé le plus proche. Et la personne qui est là, le professionnel de la santé qui est là, pourrait vous aider à mieux vous soigner. D'accord, ça c'est le professionnel de la santé qui parle. Je suis sûre que la grand-mère qui nous écoute aura un autre avis à donner là-dessus. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Monsieur Asma. Quelles sont les dispositions prises par les hôpitaux pour protéger les malades et leurs accompagnateurs dans cette période de pandémie où nombreuses sont les infections que nous prenons? Quelles sont les mesures prises par les hôpitaux? Les mesures prises par les hôpitaux dans surtout ces moments de pandémie, comme nous le constatons, il y a les dispositifs de lavage de mains qu'on a mis un peu partout. Il y a la réduction, la sensibilisation de la population pour ne pas se rendre à l'hôpital à volonté. Je me rappelle, le gouvernement avait sorti entre-temps un communiqué où il était conseillé de ne pas aller à l'hôpital que par nécessité, de aller à l'hôpital que par nécessité. Et ce communiqué a fait qu'il y en a qui tombent malades, même ils ne vont plus à l'hôpital. Oui, surtout ceux-là qui avaient les comorbidités en début de la pandémie. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les hôpitaux sont ouverts, les hôpitaux ouvrent leurs portes à tous ceux-là qui veulent demander les services. Mais si vous n'avez rien à faire, s'il vous plaît, ne vous rendez pas. Au risque de contaminer, de choper un microbe qui va vous détruire. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Parlez-nous un peu d'ISCOM, votre association Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui. Merci beaucoup. ISCOM
Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui est une jeune association composée de jeunes dynamiques, des jeunes très dynamiques, de plusieurs catégories professionnelles. Nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des juristes, des comptables. Et elle œuvre dans le développement social et dans la promotion de la santé. Elle est située au niveau dans le canton de Michantové, plus précisément au niveau de la quartier La Paix. D'accord. Et donc, c'est une association communautaire qui œuvre dans la santé communautaire. Elle est ouverte à tout le monde ou c'est déjà une association avec un nombre de membres limité? Toutes les associations sont ouvertes à tout le monde. D'accord. À toute personne qui désire contribuer à l'avancement des objectifs et du but de l'association. Nous attendons les différentes contributions. Je précise que c'est d'ailleurs dans le cadre de votre association que vous êtes là ce matin pour nous parler des infections, la prise en charge donc dans les hôpitaux. Tout à fait. C'est dans ce sens. Il faut même dire aussi, au-delà de ça, dans le cadre du développement et du vivre ensemble, l'association a développé un projet, plateforme de médiation entre forces anti-Covid et population, pour pouvoir sensibiliser la population sur la pratique des mesures barrières, sur l'importance de collaborer avec les forces de l'ordre et au-delà de ça, assister les ménages vulnérables en matériel nécessaire pour se prévenir contre Covid et assister aussi les écoles et les marchés en leur donnant les matériels de lavage de mains et d'autres matériels pouvant les aider à éviter les maladies contagieuses. D'accord. En temps, nous avons eu une question. Je peux vous la poser si vous avez encore un peu de temps à nous consacrer. Alors, bonjour Radio Jenna. Pensez-vous que les agents de santé sont suffisamment formés pour prévenir les infections? Parce que les toilettes de certains sont désagréables et des vecteurs. On en a parlé, je pense, mais on peut spécifier la chose à cet auditeur. Oui. Là, notre auditeur voulait savoir si les agents de santé sont suffisamment formés pour éviter les infections. Il faut dire que les agents de santé sont suffisamment formés. Mais quand il parle des agents de santé, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut mettre dans les agents de santé. Je crois qu'on avait déjà parlé des formés sur l'État qui, quelquefois, se présentent comme professionnels de la santé, mais qui n'ont pas assez de notions en matière de la santé. Il faut peut-être à un moment donné faire un peu la part des choses. Mais pour tous les professionnels de la santé réglementairement formés dans les écoles ou dans les facultés de formation reconnues par l'État, ils ont normalement tous les moyens pour pouvoir lutter contre l'infection. Maintenant, lorsqu'il y a des difficultés pour pouvoir avoir le matériel de ménage, puisqu'elle elle parle des toilettes, l'agent de santé fait ce qu'il peut faire avec le peu de moyens qu'il a, en attendant que l'administration ne puisse lui donner plus de moyens pour pouvoir mieux faire. Toutefois, si vous avez un parent ou bien vous êtes peut-être malade, vous êtes dans les locaux et vous avez constaté qu'il y a à un moment donné un déficit par rapport à l'hygiène, l'hôpital c'est pour nous tous. Bien sûr. Ça n'appartient à personne, ça appartient à nous tous. Nous pouvons toutefois aussi contribuer à rendre propre ces lieux-là. Merci. Et j'espère que le message est passé. Alors, une autre question. Cela fait 4 ans que j'ai une staphylocoque au niveau de la jambe et depuis, j'ai eu des traitements. Mais depuis quelques jours, j'en ai développé à d'autres endroits alors que je suis enceinte. Que faire? Il n'a qu'à voir son gynéco. Son gynécologue. Son gynécologue, simplement. C'est le gynécologue qui verra comment procéder pour pouvoir traiter cette maladie. On peut faire des prélèvements. La staphylocoque, c'est une infection également? C'est une infection cutanée ou quelquefois même ça va au-delà. D'accord. Ça dépend. Je ne sais pas à quel site la personne a eu son infection. Mais le mieux, que la personne s'adresse à son gynécologue. À son gynécologue. Oui. Voilà, madame. J'espère que vous avez entendu le conseil de monsieur Asma. Merci, on vous a pris plus de temps que prévu. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, c'est à vous. Le merci. Je remercie aussi tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment.
et plaisir partagé. Nous sommes là, nous sommes disponibles à tout moment pour bien évidemment. On vous contribuer. fera appel, votre association et vous, pour parler d'autres maux qui gangrènent le corps de santé et aussi les patients, pourquoi pas. Tout à fait, tout à fait. Nous avons quand même pas mal de thèmes. Si la radio nous prête peut-être des opportunités, on va en parler pour pouvoir au moins amener la population à comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi pas parler du droit du malade? Je pense que ça peut intéresser plus d'une personne. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Asma Kofi. Je rappelle que vous êtes infirmier d'État. Vous êtes également vice-président d'ANIT, Association nationale des infirmiers du Togo. Et aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre d'ISCOM, Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui, une association qui œuvre dans la santé communautaire et le développement. Voilà, c'est referme ainsi Santé Assure de ce jour. Moi, c'est Juanita Blavotri. Je vous convie mardi prochain à partir de 9h à un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.